Merci pour l'invitation. On va retourner dans l'univers de la ferme et des brebis cette fois. Et je vais vous présenter un travail de notre équipe de recherche à Bordeaux et dans l'unité INSERM 1034 sur le travail d'évaluation hémodynamique, de la biomécanique cardiaque et de voies de signalisation cellulaire dans le choc cardiogénique traité par ECMO véno-artériel. Alors, bon, comme vous le savez, on va passer vite. Le choc cardiogénique, c'est une maladie qui est très grave, un pronostic qui est très sévère. Malgré les années, on a du mal à faire baisser la mortalité, qui est à plus de 50%. Ça dépend des registres. Ici, c'était un registre européen. Les Américains ont des diminutions de mortalité qui sont un peu plus satisfaisantes. Néanmoins, on a du mal quand même à les faire survivre malgré nos traitements. On sait également que l'ECMO va altérer les conditions de charge. Vous avez à gauche des boucles pression-volume avec des augmentations de débit d'ECMO croissantes. Plus vous allez monter votre débit d'ECMO, plus le cœur va travailler à pression et à volume élevé. Vous avez à droite une image, alors ce n'est pas une ventriculographie puisqu'on a injecté du produit de contraste dans une canule artérielle à ECMO 100% chez une brebis qui a un choc cardiogénique, et on voit bien que ça monte jusque dans le culot aortique. On comprend bien que le cœur va éjecter vraiment contre un mur quand il arrive à éjecter. Le fait d'activer, le fait de créer du stress mécanique, ça va activer des signaux mécaniques qui peuvent être détectés par les cellules. C'est détecté par des réseaux d'intégrine et également la matrice extracellulaire. Donc en fait, le cardiomyocyte et également le fibroblast cardiaque sont capables de détecter ces modifications mécaniques de l'environnement. Une fois que cette détection est créée par des voies de signalisation, donc c'est des successions d'activation de protéines kinases pour la plupart, vont aller activer des programmes génétiques, des programmes qui peuvent être liés soit à la survie cellulaire, à la prolifération cellulaire, au déclenchement de la fibrose, ou également à des types de morts programmés, principalement l'apoptose. On sait que quand on va appliquer 1 heure de stress mécanique sur des cellules cardiaques isolées, on active à peu près plus de 200 gènes dans l'heure qui vient. Donc c'est quelque chose qui arrive rapidement. Et donc ces activations de gènes passent par des voies de signalisation successives. Parmi ces voies de signalisation, il faut s'intéresser donc à celles qui sont idéalement conservées entre les espèces, sinon on fait juste de la recherche vétérinaire. Et donc parmi les voies très conservées dans les espèces, il y en a 3 qui sont en plus très étudiées en cardiologie, qui sont la voie PI3K AKT-mTOR, voie qu'on connaît un peu par les immunosuppresseurs qui touchent la voie des mTOR, et la voie des MAP kinases, représentée par ERK12 et P38. C'est toujours des noms un peu barbares. Notre hypothèse de recherche, nous, c'était que certes, l'ECMO, ça permet de restaurer une perfusion d'organes, de sauver temporairement le patient en attendant une récupération ou un plan B, mais ça va profondément modifier sa biomécanique cardiaque. Le fait de changer sa biomécanique cardiaque, via ces voies de signalisation cellulaire, ça peut impacter la survie cellulaire, mais également la mort cellulaire via l'apoptose. Et tout ça, ça peut peut-être conduire à l'augmentation de la taille de l'infarctus du myocarde. Pour cela, donc, on a fait une étude expérimentale sur également des brebis, puisqu'on ne peut élever correctement que les femelles. Les béliers se tuent entre eux, donc les éleveurs ont beaucoup de mal à avoir des mâles, donc c'est qu'une population femelle. C'est un modèle, qui est complètement percutané. Donc on a fait le choix de faire ça. Donc en fait, l'animal va arriver quelques semaines un peu avant, histoire de baisser son niveau de stress. On va faire une anesthésie générale. On va mettre en place tout type de cathéter, donc cathéter artériel pulmonaire et un cathéter de conductance ventriculaire gauche pour le principal. Après, le reste, c'était très classique. Une fois que ça s'est fait, on va pratiquer une alcoolisation coronaire. On va aller dans l'artère interventriculaire antérieure, on va mettre un ballonnet, on va injecter de l'alcool de manière séquentielle, parce que si on détruit l'IVA, généralement l'animal ne survit pas, donc on y va de manière progressive. Ça met à peu près 1 heure à 1 heure et demie pour créer l'infarctus. On crée un infarctus suffisamment sévère pour créer un état de choc cardiogénique qu'on avait défini par une baisse de débit cardiaque de plus de 30%, une baisse de la pression artérielle moyenne de plus de 30% et une augmentation des lactates artériels au-delà de 2 millimoles par litre. Une fois que le choc cardiogénique, on a posé le diagnostic, on laisse l'animal 1 heure stabilisé. Alors on le cible à
on le maintient quand même en état de vie pour qu'il ait des pressions artérielles au-delà de 50 de PAM. Et voilà, on va le laisser 1 heure tranquille. Notre choc cardiogénique donc, est bien validé dans nos critères. On avait une baisse du débit cardiaque de plus de 40%, une PAM qui baissait de plus de 30%, des lactates qui explosaient. On a un cœur qui va travailler donc, à des volumes et des pressions plus élevés. La pression télédiastolique, la left ventricular and diastolic pressure, donc, a augmenté de 86%. Le volume, par exemple, télésystolique a augmenté de plus de 40%. Et en paramètres énergétiques et de performance myocardique, le SPVR, qui est l'élastance ventriculaire, ce gold standard normalement de l'inotropisme, qui forcément diminue puisqu'on a fait un infarctus. Et on a un cœur qui va avoir un travail mécanique externe qui est plutôt diminué et donc moins performant. C'est plutôt logique. Une fois donc tout ça c'est validé, on va mettre en place une ECMO. Donc nous on fait de l'ECMO périph fémoro-fémoral par voie percutanée. On met des plus grosses canules, parce qu'on met des 17 French 17 à 19 en veine et 15-17 en artère. Donc c'est des canules d'adolescents. Donc on met nos canules et on va démarrer l'ECMO à 25% du débit natif de l'animal, du débit de base avant l'infarctus. Donc on va faire 25, 50, 75 et 100% par des paliers de 30 minutes avec des mesures successives jusqu'à la sternotomie et l'extraction du cœur. Ce qu'on a observé, donc je vais vous présenter les résultats les plus intéressants. Ce qu'on a observé, c'est que sur le point de vue de la biomécanique cardiaque, on va commencer par ce qu'on appelle la potentielle énergie. Donc c'est cette partie triangulaire bleue qui apparaît sur la figure à droite. C'est l'énergie potentielle, une énergie qui est dépensée mais qui ne va pas faire de travail mécanique. C'est une énergie qu'on pourrait considérer comme un peu perdue, mais qui est quand même dépensée en termes d'oxygène par le cœur. Et quand on met l'animal à 25 et 50% d'ECMO, on a plutôt une diminution de cette consommation énergétique du myocarde par rapport à l'état de choc cardiogénique. Donc, quand l'animal est en état de choc, on met l'ECMO, on avait plutôt une diminution. Et au fur et à mesure de l'ECMO, on augmente le débit, on a un effet un peu débit dépendant, mais qui n'était pas significatif. Quand on regarde le travail externe, le stroke work, donc vraiment ce qui fournit la contraction, on a également cet effet-là à 25-50%. On avait une réduction de cette consommation, de ce travail externe, et alors que ça augmentait à 75-100%, on commençait à augmenter un peu cette consommation. Et la PVA, qui est en fait la somme des deux, la PVA c'est bien corrélé à la consommation en oxygène du myocarde, à la MVO2. On a également cet effet-là à 25-50%. On avait donc une diminution de la MVO2 par rapport au choc cardiogénique. Quand on regarde un peu les boucles pression-volume, donc forcément on met les plus belles. À l'état de base, donc c'était en noir pointillé. Quand c'est en choc cardiogénique, donc le cœur travaille à plus petit volume, son volume d'éjection est réduit. Et puis quand on va augmenter l'ECMO à 25, 50, 75 et 100%, on retrouve bien cette augmentation du cœur dans les pressions et les volumes. Quand on regarde ensuite les voies de signalisation, on a comparé donc ça, un groupe ECMO avec un groupe qui n'avait pas d'ECMO en état de choc cardiogénique. On avait également 2 animaux témoins qui n'avaient pas reçu ni infarctus ni ECMO. On voit qu'on va avoir des modulations, des modifications de ces voies de signalisation, à la fois dans la zone dite RIMO, donc c'est la zone saine. On a des modifications de phosphorylation à la fois dans AKT et ERK sans modification de P38, et dans la zone bordante qui est ce qu'on appellerait la zone de pénombre en neurologie, c'est cette zone qui est en souffrance mais dont les cellules sont encore vivantes, mais qui vont à terme nécroser si un traitement n'est pas fait. On avait une diminution de la phosphorylation de P38. Ce qui est intéressant, c'est que l'apoptose était également modulée en fonction des zones. Quand on a comparé choc cardiogénique et choc cardiogénique avec ECMO, on avait une réduction de l'apoptose avec ECMO. Avec ECMO, on a dans la zone bordante, dans la zone un peu de la collerette qui entoure l'infarctus, on a une diminution de l'apoptose avec ECMO par rapport à un groupe sans ECMO. On avait heureusement très peu d'apoptose dans la zone saine, ce qui est quand même très rassurant, et chez l'animal témoin, on n'en avait pas non plus, ce qui est rassurant également. Enfin, sur la taille de l'infarctus, grâce à différentes colorations, on peut obtenir 3 zones. La zone saine qui est en bas, qui est colorée un peu en rouge foncé. La zone infarcie, qui est complètement blanche
et la zone bordante qui est un petit peu rosée à l'intermédiaire. On n'avait pas de différence avec l'ECMO ou sans ECMO en termes de taille d'infarctus, quels que soient les ratios qu'on a essayé de manipuler. Donc ça ne changeait pas, ce qui est plutôt rassurant. On n'a pas diminué la taille, mais en tout cas, on n'a pas augmenté la taille de l'infarctus avec l'ECMO, malgré l'augmentation des conditions de charge. En conclusion, donc, ce qu'on nous, dans notre modèle, on a pu montrer, c'est qu'à 25-50%, on pouvait avoir des bénéfices de l'ECMO en termes de biomécanique cardiaque et de consommation énergétique cardiaque, enfin de MVO2, qu'on avait une diminution de la phosphorylation de P38 et une diminution de l'apoptose dans la zone bordante, et qu'on n'avait pas d'impact de la taille de l'infarctus. Donc en tout cas, on n'a pas d'augmentation de la taille de l'infarctus en mettant une ECMO dans ce modèle de brebis. Voilà, je tiens à remercier l'Arcotova puisqu'on avait obtenu un financement en 2019 pour ce travail, et il est en cours de soumission. Il est en train d'attendre le reviewing, donc j'espère que ce sera valorisé. Et je remercie l'Arcotova pour nous avoir aidés. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Alors, moi, j'avais une question. Comment tu expliques le fait que ce soit sur la zone bordante, en fait, qu'il y ait une diminution de l'apoptose? Et est-ce que tu penses que sur des durées un peu plus longues, il y a un effet protecteur ou quelque chose qui pourrait se passer du fait de suppléer avec l'ECMO? Alors, ce qu'on pense, c'est que, une de nos hypothèses, c'est que l'ECMO permet quand même de restaurer une perfusion coronaire, une perfusion systémique et coronaire, et que en restaurant un débit suffisant, on protège, on diminue ça. Alors que le groupe choc cardiogénique, finalement, il va un peu marner, il va avoir des pressions qui sont à peine tenables. On ne peut pas mettre d'inotropes chez la brebis. En tout cas, nous, on a des très très mauvaises tolérances aux inotropes. Ce qui fait que ça a un choc cardiogénique qui va vraiment évoluer. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait une activation de la programmation de mort cellulaire dans la zone bordante, alors qu'avec l'ECMO, en restaurant de la pression, de l'oxygénation, on peut essayer de limiter ça. C'est comme ça qu'on l'a intégré. Est-ce que tu penses qu'il y a un effet aussi de la... Enfin, ça décharge quand même avec l'ECMO, donc peut-être qu'il y a une mise en tension un peu moins importante ou un mécanisme un peu... Alors nous, on a plutôt... on pouvait pas tout montrer, mais nous, on a plutôt une augmentation des conditions de charge. On a une augmentation... Alors il y a plusieurs études qui retrouvent ça. C'est un débat chez les ECMO. Est-ce que l'ECMO, ça décharge ou ça augmente la charge? Et nous, on a retrouvé une augmentation de la précharge du ventricule gauche, certainement par que ce soit les veines de Tébécius, le retour des circulations bronchiques qui viennent un peu gonfler le ventricule. Donc, c'est pas, nous, c'est pas notre hypothèse. D'accord. Oui, Philippe. Merci pour ce joli travail et cette jolie présentation. Finalement, on a l'impression que des débits plus modérés d'ECMO, ça donne des effets bénéfiques et peut-être moins délétères, même si peut-être il aurait fallu pousser un petit peu plus loin dans le temps, mais dans les conditions expérimentales, c'est difficile. Est-ce que vous avez regardé aussi les effets sur les organes périphériques autres? Parce qu'effectivement, si l'assistance à 25-50% du débit maximal, pour le cœur, c'est peut-être mieux, mais est-ce que c'est suffisant pour les organes périphériques? Alors effectivement, ce sera le projet de notre futur Master 2. Moi, mon projet actuel, c'est l'utilisation des décharges dans la continuité de ce modèle de l'impella du ballon de contribution, mais le prochain projet sera d'étudier un peu plus, parce qu'on n'a que des paramètres d'organes macroscopiques, la durèse, des NIRS qui ne sont pas très performantes, des taux de lactate, des SVO2, mais c'est pas très satisfaisant pour étudier les organes. Donc ça va être l'un des futurs projets, prélèvement de tissu rénal, étude de la microcirculation au niveau digestif, pour voir si ces débits sont suffisants effectivement, parce que 25%, on aurait du mal à mettre nos patients à 25% de débit d'ECMO en réanimation, c'est souvent un peu insuffisant, effectivement. Ok, merci beaucoup. Merci. On va passer à la présentation suivante.